Et si l'univers n'était pas né du chaos, mais plutôt d'un ordre géométrique sous-jacent? C'est la proposition assez audacieuse d'une théorie basée sur les addendas de Miguel Bertrand. On va se pencher ensemble sur cette idée, une réalité qui ne serait pas fondée sur un événement comme le Big Bang, mais sur une tension purement géométrique. Alors, pour décortiquer cette vision du cosmos, voilà le plan qu'on va suivre. On va commencer par les fondations, la base de cet univers géométrique, puis on va chercher à comprendre quel est son moteur. Ensuite, on verra comment tout ça redéfinit complètement le temps et l'espace, avant d'aller chercher les empreintes que cette structure pourrait laisser dans la nature. Et on finira par se poser la question, est-ce que c'est une vraie structure ou juste une série de coïncidences? Bon, avant toute chose, il y a une distinction capitale à faire. C'est vraiment la clé de voûte de toute la théorie. Un concept qui, une fois qu'on l'a saisi, change pas mal notre façon de voir les choses. Voilà le cœur du sujet. Il faut absolument différencier le mouvement, avec un grand M, du simple déplacement. Imaginez l'océan, par exemple. Le mouvement, c'est la houle de fond, cette vibration primordiale qui anime toute la masse d'eau. Le déplacement, eh bien, c'est la petite vague qui court à la surface. L'un est la cause profonde, l'autre n'est que sa manifestation visible. Ok, une fois qu'on a bien cette distinction en tête, une question absolument vertigineuse se pose. Si l'univers est animé par ce mouvement fondamental, d'où vient son énergie, cette énergie qui semble inépuisable? C'est un vrai paradoxe quand on y pense. Si au départ rien n'existait, alors l'énergie ne peut pas venir d'une cause qui l'a précédée. Il n'y a pas eu d'étincelle initiale dans ce modèle. La réponse doit donc être ailleurs, pas dans une cause, mais dans la nature même de la structure. Et la solution proposée, elle est assez contre-intuitive. Elle ne vient pas d'un événement, comme un Big Bang, mais d'une opposition. Une opposition inhérente, irrésolue, qui se trouve au cœur même de la structure de la réalité. Le moteur de l'univers serait donc purement géométrique. On parle d'un tétraèdre autodual. C'est une forme qui contient son propre opposé, son propre reflet inversé. Imaginez deux forces, l'expansion et la contraction, qui sont en quelque sorte enfermées dans une seule et même structure. Cette opposition crée une tension perpétuelle, un moteur qui tourne sans jamais avoir eu besoin d'être démarré. Cette idée d'une tension géométrique, ça peut sembler un peu abstrait, c'est vrai. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ça trouve un écho assez étonnant dans la physique moderne. Le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, par exemple, y postule l'existence de masses positives et négatives qui se repousseraient mutuellement, créant une dynamique très similaire. La géométrie et la physique se rejoignent. D'accord. Si on accepte l'idée que le moteur de l'univers est cette tension géométrique, quelles sont les conséquences concrètes pour nous? Eh bien, comme on va le voir, les implications sont radicales. Ça pourrait bien remettre en question pas mal de choses qu'on pensait acquises sur le temps, l'espace et même la conscience. La théorie propose une sorte de cascade de création, une hiérarchie que l'on voit ici. Et c'est là qu'arrive l'idée la plus déroutante, la conscience. Elle n'apparaît pas à la fin de la chaîne, non. Elle est là dès le début, au même niveau que le mouvement primordial. Ça veut dire qu'elle existerait avant le temps et avant l'espace. Dans ce modèle, la conscience n'est plus un accident biologique, mais un prérequis fondamental à l'univers. Forcément, une telle hiérarchie, ça renverse complètement notre vision de la relativité d'Einstein. Ce n'est plus la vitesse qui ralentit le temps, c'est le temps lui-même qui dicte la vitesse apparente. Il faut imaginer le temps non pas comme un grand fleuve uniforme, mais plutôt comme un courant avec des zones rapides et des zones lentes. Notre vitesse perçue ne serait alors que le reflet de la zone de temps dans laquelle on se trouve. Et si le temps a différentes densités, alors ça ouvre la porte à une toute nouvelle forme de voyage. L'idée, ce n'est plus de pousser un vaisseau avec d'énormes moteurs, mais de naviguer entre ces différentes couches de temps, ces feuillets temporels, un peu comme un sous-marin qui change de profondeur pour trouver un courant qui va le porter. Le voyage se ferait en 3 étapes très simples. D'abord, on plonge dans une couche où le temps s'écoule différemment. Ensuite, une fois dans cette couche, on se déplace, presque sans effort, comme si on était libéré de l'inertie. Et enfin, on refait surface à notre point d'arrivée. Pour quelqu'un qui regarderait de l'extérieur, l'objet aurait tout simplement disparu pour réapparaître ailleurs, quasi instantanément. Ce modèle offre une explication assez élégante pour certains phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PANI. Les accélérations fulgurantes, les virages à angle droit, les disparitions soudaines, toutes ces manœuvres impossibles ne seraient pas le résultat d'une technologie de propulsion incroyable, mais simplement d'une maîtrise de la navigation temporelle.
D'accord, c'est une théorie fascinante. Mais est-ce qu'il y a des preuves ou au moins des indices d'une telle réalité géométrique? L'auteur soutient qu'il suffit d'ouvrir les yeux, car ces preuves seraient écrites partout, dans le code même de la nature, de la plus petite molécule jusqu'à l'univers entier. Au cœur de cette architecture, on trouverait deux formes géométriques fondamentales. D'un côté, le dodécaèdre, avec ses 12 faces, qui agirait comme un conteneur, une structure qui enveloppe et qui stabilise. De l'autre, l'icosaèdre, avec ses 20 faces, qui serait l'informateur, celui qui code et transmet l'information, l'énergie. L'un contient, l'autre dynamise. C'est un peu les deux verbes de base de ce langage géométrique. Et ces formes, ce n'est pas juste de la théorie en l'air. Apparemment, la nature les utilise tout le temps. Le carbone 60, par exemple, le fullerène, qui a valu un prix Nobel à ses découvreurs, forme spontanément une sorte de ballon de foot géométrique. Le bore s'assemble en icosaèdre. Et même l'eau, dans certaines conditions, forme des cages en dodécaèdre. La géométrie est bien à l'œuvre à l'échelle moléculaire. On retrouve cette même signature géométrique au cœur du vivant, des proportions de la double hélice d'ADN qui suivent le nombre d'or jusqu'à la coque des virus. D'ailleurs, le choix de l'icosaèdre par les virus, ce n'est pas un hasard. C'est simplement la forme la plus efficace qui soit pour enfermer un maximum d'informations génétiques avec un minimum de matériel. C'est de l'optimisation pure, dictée par la géométrie. Et cette géométrie s'étend jusqu'à l'échelle du cosmos. La danse orbitale entre la Terre et Vénus dessine une fleur à 5 pétales parfaite dans l'espace. Encore plus fou, certains cosmologistes, pour expliquer certaines anomalies dans les données du fond diffus cosmologique, proposent que notre univers tout entier aurait la forme d'un dodécaèdre. On parle de la même forme du virus à l'univers entier. Bon, face à cette avalanche de motifs qui se répètent, une objection tout à fait logique se présente. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de voir des formes qu'on connaît dans des phénomènes qui sont en fait aléatoires? C'est ce qu'on appelle la pareidolie, notre tendance à voir un visage dans un nuage, par exemple. C'est une objection sérieuse. La source avance 3 contre-arguments scientifiques. Le premier, c'est l'efficacité. La nature cherche toujours le chemin de moindre résistance, l'état d'énergie minimale. Et ces formes sont les plus optimales. Le deuxième, c'est la nécessité mathématique. Pour fermer une sphère, comme un ballon de foot, on a besoin de précisément 12 pentagones. C'est une loi, pas un choix. Et enfin, l'argument le plus fort, l'invariance d'échelle. Comment le hasard pourrait-il répéter exactement la même signature, à l'échelle d'un virus, d'une planète et de l'univers entier? La conclusion de cette théorie, c'est donc que ces formes ne sont pas là par hasard, mais par nécessité structurelle. La géométrie qu'on observe partout serait en fait la seule manière dont la réalité pouvait s'organiser. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'univers n'est pas le fruit du hasard, s'il écrit dans un langage géométrique, que nous dit-il? Et est-ce qu'on est enfin prêt à l'écouter?